Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie-Éléonore Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, art du NFT. Et aujourd'hui, nous sommes le 22/02/2022, jolie date, et nous avons le plaisir d'accueillir Zaki Jawari, j'espère que je prononce bien, plus connu sous le nom de Urban Drone. Alors bienvenue Zaki, on est vraiment heureux de te recevoir. Bonsoir à tout le monde. Merci de me recevoir parmi vous. Et alors, avant de passer à l'interview, et voilà, on va prendre le temps de revenir sur ton parcours, tes œuvres, tes projets. On va faire un petit point d'actualité, et donc je passe la parole à Benjamin. Oui, merci. Mon actu, c'est une initiative du musée, enfin d'un musée. Tu sais que j'adore suivre les actus de musées dans les NFT. Et là, c'est le musée du Belvédère à Vienne, qui a donc tokenisé un très fameux tableau de Gustav Klimt qui s'appelle The Kiss. C'est le tableau que tout le monde connaît. On voit un couple enlacé avec de la feuille dorée derrière. C'est quelque chose de très 1920 qu'on appelle un courant qui s'appelle l'expressionnisme allemand, où c'était vraiment la renaissance de la peinture. Il y avait en France, il y avait Matisse, il y avait les cubistes, et puis les Viennois se sont dit, mais nous aussi, on peut montrer de la peinture imaginative, créative et très spontanée. Et alors, le musée du Belvédère a tokenisé cette image, c'est-à-dire qu'ils ont fait une photo très haute définition du tableau, et ils ont divisé cette photo en 10 000 petites images. Alors, 10 000, pour ceux qui suivent les NFT depuis un bout de temps, c'est un clin d'œil évidemment à la quantité de collections qu'il y a pour les collectibles. Les plus connus, c'est les CryptoPunks, il y a aussi les Bored Apes. À chaque fois, ces collectibles sont émis en 10 000 pièces. Donc, le musée s'est dit, tiens, c'est marrant, on va faire un clin d'œil aux séries collectibles, on va faire 10 000 petites images. Donc, ce tableau est divisé en 10 000 images. Et alors, on voit, par exemple, comme c'est de la très haute def, on voit le coup de pinceau de l'artiste quand il met une tache de bleu, quand il met une tache de rouge. Au moment de la feuille d'or, on voit ça très bien. Et alors, ces NFT sont vendus. Aujourd'hui, je crois qu'on est autour de, je crois que c'est 800 euros ou presque 1000 euros l'image. Et ça a été émis la semaine dernière, d'ailleurs au moment de la Saint-Valentin, donc le 14 février. Petit clin d'œil à The Kiss. Et aujourd'hui, je suis allé voir un peu sur le modèle économique. Je vais vous parler après de ce que je pense de l'initiative. En termes économiques, je vous parle d'argent parce que les musées sont en quête de financement, puisqu'avec la pandémie, ça a été une chute drastique du nombre de visiteurs, évidemment. Ils ont perdu, je crois, plus de 70% du chiffre d'affaires. Et on voit bien que les musées voient dans les NFT l'opportunité, deux choses. D'abord, d'attirer une jeune clientèle vers les musées, enfin les jeunes gens vers l'art classique. Et puis aussi des moyens de financer des expositions, de financer la poursuite du musée. Donc aujourd'hui, ils ont vendu à peu près 1700 images sur 10 000 pour un chiffre d'affaires de 150 000 euros. Donc c'est pas mal. J'attends de voir. Je suis assez curieux de voir si ça va bien marcher, s'ils vont vendre plus. Mais après, je vais vous donner mon avis en tant qu'artiste. Je trouve ça pas extraordinaire d'avoir comme NFT une petite photo un peu format timbre-poste d'un grand zoom, d'une petite miniature dans le tableau, genre là, un petit point rouge, un petit point bleu qu'a mis l'artiste. Je trouve ça pas très intéressant. À la limite, ils auraient pu dire on va peut-être proposer une visite exceptionnelle d'un tableau. Genre, vous venez en petit groupe de 10 personnes et on vous fait une visite du musée avec un focus sur le tableau de Klimt. Et là, pour ça, vous achetez un NFT, donc un peu un NFT communautaire finalement. Moi, je serais allé vers ça. Ou alors, quitte à faire des zooms de tableaux, à ce moment-là, ils auraient pu prendre des tableaux de la Renaissance qu'on connaît tous. Par exemple, moi, j'adore les Noces de Cana de Véronèse ou des tableaux de Jérôme Bosch où il y a énormément de détails. Donc, dans le tableau, partout où on pose le regard, il y a des personnages, il y a de l'animation, il y a des paysages, il y a des choses. Donc, en fait, moi, je veux bien avoir un petit format timbre-poste d'un tableau, mais alors, il faut qu'il se passe quelque chose dans ce timbre-poste, vous voyez. Mais en tout cas,
chapeau au musée du Belvédère parce que c'est pas facile d'entrer dans les NFT. Il faut y aller avec culot, il faut proposer quelque chose de nouveau. Donc après tout, Klimt, pourquoi pas? Je trouve que c'est un grand artiste qui est très connu et voilà, je voulais parler de cette initiative et à suivre donc. Super. Moi, ça me fait penser à deux choses, ce découpage un petit peu d'une œuvre en petits morceaux, parce que c'est quand même ce que fait Pascal Boyard, mais effectivement, Pascal Boyard, finalement, il découpe, mais chaque petit morceau est hyper intéressant, il lui donne un titre, etc. Et il y a eu aussi le drop de JR, qui avait fait une photographie d'une pyramide en Égypte, je crois, et qui avait découpé ça en quelques milliers de petites images qui étaient un petit peu comme là, très non figuratives, très abstraites. Donc quelque part, c'est pas la première fois, ce principe du découpage. Donc après, je comprends ton scepticisme. Oui, en plus tu parles de JR, tu as raison, très belle initiative, mais JR, il mettait des hiéroglyphes cachés dans Ouais, chacune c'est des vrai, petites images. Donc il y avait une énigme, il y avait quelque chose de vraiment un peu intéressant. c'est vrai. Bon, à suivre en tout cas, ce principe de parcellisation des œuvres d'art. Ok, c'est moi qui frotte. Ah oui, pardon. J'ai mis un micro avec une écharpe, c'est l'hiver. Je vais faire attention. Et ben merci beaucoup pour cette actu, Benjamin. On va passer à Zaki. Zaki, tu préfères qu'on t'appelle Zaki, Urban Drone Ah, vous pouvez m'appeler Zaki sans problème. Ok, super. Alors, encore une fois, bienvenue. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, juste nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais de manière très succincte? Alors moi, je suis né en France, j'ai grandi au Maroc et ensuite je suis venu faire mes études d'architecture à Nantes, en France, et j'y suis resté. Et depuis ce jour-là, depuis le début des années 2000, en fait, je fais de l'ingénierie dédiée au spectacle vivant et à l'événementiel. Et d'autre part, je crée aussi des espaces immersifs et je crée des œuvres d'art, si on peut appeler ça de l'art, parce que je me suis toujours senti comme quelqu'un un peu hybride, qui était toujours entre ces deux, entre l'art, le design, l'architecture. Et donc, ça a toujours été difficile pour moi de me dire je suis artiste ou je suis architecte. Je suis toujours un peu entre deux. Voilà, donc depuis une quinzaine d'années, je crée des œuvres digitales, on va dire. Et aujourd'hui, grâce au NFT, ben, on peut se rencontrer. Voilà. Ok. Ok. Donc ça, c'est pour Donc la ça, c'est pour vision. la vision. Oh là, pardon, on m'entend bien là? Oui, il y Oui, a eu un très bien. petit Ouais, écho, tout va bien. mais ça Ouais, il y va a eu un mieux. petit écho. Oula, c'est la reprise aujourd'hui, hein. Alors, est-ce que on va revenir un petit peu plus longuement sur ton parcours? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'es intéressé à l'art? Est-ce que tu viens d'une famille d'artistes ou d'architectes ou pas du tout? Euh, Alors, voilà, d'où alors ça vient? moi, ma mère est premier prix de piano et du conservatoire de Thessalonique et mon père est mathématicien. Donc du coup, à la maison, en fait, on a toujours eu ce art et science, on va dire, mélangés au jour le jour. Et donc j'ai baigné là-dedans. Mais j'ai fait architecture et j'ai redécouvert en fait ce que pouvait être l'art contemporain en venant en France. Et du coup, j'ai j'ai commencé par pratiquer en fait, à expérimenter et ensuite à m'intéresser en fait à l'art en allant à des expositions, en lisant, en découvrant en fait tout simplement toute la richesse de la culture qu'on avait à disposition ici en France, quoi. Et donc j'ai baigné là-dedans Oh, et en ouais. même temps j'ai aussi fait l'effort d'aller chercher et de trouver ce qui me touchait moi en tant que personne et en tant que praticien de l'espace, on va dire, parce qu'en fait, nos projets d'architecture sont nourris par l'art, par la littérature, par plein de choses. Et donc, forcément, on s'intéresse à l'art. Et ensuite, j'ai fait un choix quand j'ai dû présenter un diplôme d'architecture, c'est de dire, OK, je vais pas faire un projet d'architecture, mais je vais présenter une œuvre d'art, parce que pour moi, un espace, c'est d'abord une émotion, c'est une sensation, c'est un rapport au corps. Et donc, j'ai pris ce risque-là de présenter en fait une vidéo plutôt que de présenter un projet d'architecture, on va dire classique, quoi, on va dire. Tu peux nous Tu en peux nous parler en un petit parler peu un petit peu de...
Donc cette recherche, en fait, c'était sous forme d'une expérimentation, c'était sous forme de... J'ai voyagé et j'ai demandé en fait à des gens dans la rue de m'accompagner et me faire découvrir leur ville parce que j'avais envie de vraiment comprendre comment est-ce que le son avait un impact en fait sur notre ressenti d'un espace dans la ville. Et donc c'était super important pour moi de créer un outil qui me permette en fait de comprendre comment ça fonctionne. Et donc avec ce que j'avais comme background et bagage technique à l'époque, c'était en 2006 et 2005, je suis allé dans plusieurs villes et en fait, on a fait des enregistrements sonores et vidéo. Et suite à ça, en fait, j'ai commencé une pratique de ce qu'on appelait à l'époque du VJing. Et donc, en fait, c'était plutôt de la performance vidéo que j'avais. Et la matière que j'utilisais, en fait, c'était cette matière qu'on avait récoltée avec les gens dans la rue. Et donc, il y avait à la fois ce rapport à l'autre dans une ville nouvelle qu'on connaissait pas, et aussi tous ces éléments qu'on avait récoltés et qui n'étaient pas en fait qu'on pouvait pas, qui n'étaient pas Mais, basés en fait sur des choses quantifiables. En fait, c'était vraiment mais des Zaki, ça c'est ta première expérience en tant qu'artiste. C'est-à-dire que là, tu parles de ça, tu avais 20 ans, tu as fait un voyage dans plusieurs Non, pays et non, tu te j'avais pas dis, 20 ans, j'avais un peu plus que j'avais 26 ans. Et en fait, c'était vraiment dans le cadre d'un travail de recherche, dans le cadre de mon diplôme ah, d'architecture. c'est dans le cadre du diplôme d'architecture. Ah oui, ok, Ah oui, 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 c'était vraiment une démarche ok. qui était vraiment dans ce sens-là. Ok, Et donc dès le c'était une... départ, tu as voulu relier l'architecture avec la démarche artistique, parce que ça, c'est vraiment un concept typiquement artistique, d'aller voir, Tout de à faire fait. résonner le son dans l'espace. Tout à fait, tout à fait. En fait, le truc, c'était qu'il fallait comprendre en fait comment on ressentait un espace et pas avec des données, on va dire objectives, mesurables, mais plutôt par quelque chose en fait qui était plus de l'ordre du ressenti. Et comment le faire tout en prenant un peu de recul, c'était de demander à des gens de le faire pour soi. Et donc, et de les accompagner en fait et de récupérer de la matière. Et comment ça a été reçu? Eh ben, avec les félicitations du jury. Et en fait, tout le concept était en fait d'expliquer que d'abord, un architecte, c'est quelqu'un qui doit d'abord comprendre l'espace, le ressentir, l'analyser, et pour ensuite pouvoir répondre. Et souvent, quand on sort de l'école d'archi, on est plein d'espoir, on pense qu'on va changer le monde, mais en fait, on connaît rien. On est complètement inculte et on apprend son métier sur le long cours. Donc voilà, c'est ce qui a fait que plutôt que de faire de l'architecture, je me suis dirigé plutôt vers le code créatif et toute cette démarche, on va dire, qui est à la fois entre art et science. Non, maintenant, c'est intéressant de parler juste 2 secondes de l'architecture et de l'art, parce que Mm. les architectes, depuis Le Corbusier, on sait très bien que les architectes, beaucoup d'architectes ont aussi une carrière artistique à côté. Enfin, je sais qu'il y a, soit dans la peinture, soit la façon de voir l'architecture différemment. Mais Tout à donc, c'est fait. ça qui t'a amené à réfléchir sur ta condition d'architecte, parce qu'en fait, tu as fait des études d'architecture, mais tu voulais surtout pas être un architecte, tu voulais être un artiste, en fait, dès le départ. Bah, oui, et c'était quelque chose qui était pas, on va dire, c'était pas quelque chose que j'avais objectivement formulé. C'est-à-dire que mon parcours aujourd'hui, rétrospectivement, fait qu'on peut dire ça. Mais à l'époque, je voulais faire de l'architecture. Mais il se trouve que, euh, à un moment donné, j'ai dévié parce que j'ai trouvé un domaine de recherche, on va dire, et la vie a fait que j'ai rencontré d'autres personnes et je me suis retrouvé dans un autre milieu, c'est-à-dire celui de la projection mapping, de toute cette époque Est-ce que tu peux computer. nous parler un petit peu de ça, justement, de finalement Donc, toutes ces expériences interactives, on peut appeler ça comme ça, que tu as pu oui, développer? tout à fait, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que suite à mon diplôme, j'ai rencontré les membres de Digital Slaves, qui à l'époque était un collectif qui évoluait en même temps qu'AntiVJ, Visual System, tous ces gens-là. Et du coup, j'ai intégré en fait et j'ai fondé avec eux la compagnie Digital Slaves. Et du coup, on a commencé à faire
ce qu'on appelle aujourd'hui des projections architecturales, des espaces immersifs, des performances vidéo pour des grands festivals de musique électronique. Et donc, on a commencé à expérimenter cette idée qu'on pouvait transformer un espace avec de la vidéo et que cet espace-là pouvait réagir à des données. Ça pouvait être du son, ça pouvait être un mouvement, ça pouvait être le souffle du vent, ça pouvait être n'importe quelle donnée qu'on pouvait mesurer avec un capteur. Là, on est Et donc, dans ça quelles années, en donnait fait? Années 90, 2000? Juste pour situer un petit peu, à quel moment tu as commencé toutes ces recherches-là? 2007 Ok. jusqu'en 2007, donc jusqu'à aujourd'hui, on va dire, parce que je continue à créer des espaces immersifs et des installations interactives. Mais suite au Covid, en fait, j'ai commencé à vraiment à travailler sur une série que j'ai appelée Architecture in Motion. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose que je mets en avant parce que je trouve que c'est le cours des choses, Quand tu quoi. À un dis moment donné. Architecture in Motion, c'est une démarche, c'est une marque, enfin c'est un projet, c'est un work in progress, c'est ça? C'est un work in progress, c'est une forme longue. En fait, c'est une série de, moi je les appelle des building blocks, c'est-à-dire que c'est des œuvres qu'on peut prendre chacune à part, mais lorsqu'on les met côte à côte, en fait, on se rend compte qu'on peut créer en fait des mondes grâce à tous ces petits éléments-là. Donc tous ces petits éléments-là sont en fait des parcelles, on va dire, d'un monde un peu plus étendu. Et donc c'est quelque chose qui est en continuelle gestation, on va dire, et qui va continuer d'évoluer. Je vais pas changer le nom ni le concept, mais peut-être que moi, dans ma pratique, je vais évoluer vers d'autres choses, mais c'est le concept global en fait de l'œuvre, quoi. Donc en fait, au-delà des installations, etc., tu crées des images et des animations numériques déjà avant l'arrivée des NFT, si je comprends bien. Tout à fait. La série Donc, a commencé bien avant. La série a commencé en fait au tout début des NFT, c'est-à-dire, je pense que ça doit être 2017-2018. Mais moi, j'avais déjà entendu parler de la blockchain, mais je m'y étais pas vraiment intéressé de manière très pointue. C'est plutôt l'année dernière que c'est parti en mode qu'est-ce que la blockchain, comment ça marche. Voilà la chose toute simple, comment ça marche. Et puis de là est arrivé Iket Nunc. Et donc en mars, j'ai commencé alors, 7 jours après attends, l'ouverture de la plateforme. tu vas nous raconter tout ça. Enfin, pourquoi tu t'es penché en fait sur la blockchain? Pourquoi tu as voulu creuser le sujet? Comment tu as entendu parler des NFT? Comment ça s'est Alors, fait toute cette découverte? alors la blockchain, c'est quelque chose de très simple. C'est que j'ai beaucoup bossé, beaucoup travaillé dans des associations, donc ou des collectifs. Et notre plus gros problème, c'était le consensus. On avait un gros problème, c'est qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord et on n'avait pas d'outils. Et donc, à un moment donné, je rencontre un développeur qui me dit, mais regarde, il y a la blockchain, on peut tous voter, on a tous droit, enfin, on peut créer des DAO, on peut faire des choses vraiment super intéressantes pour avoir un système décentralisé qui permet d'atteindre un consensus. Et là, pour moi, c'était genre la révélation, comment on a un vrai outil. Donc quelque part, c'était Et donc, plus politique et constitutionnel qu'artistique. dans un premier temps, en fait, c'était exactement ça. C'était comment est-ce que quand on est beaucoup, on peut arriver à se mettre d'accord tout en tout en ayant, tout en gardant en fait une certaine autonomie dans le groupe. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que quand il y a des groupes, souvent on se rend compte qu'il y a des effets il y a de leadership, et souvent certains se retrouvent n'ont plus leur mot à dire. Et ça, je trouve ça un peu dommage. On est ravi que tu On parles perd de du la DAO. richesse, du coup. On est ravi, Zaki, que tu parles de ça parce que figure-toi qu'on en parle souvent dans ce podcast parce que ça fait partie d'une autre évolution dans la Mais blockchain à part les c'est la NFT. chose la plus importante. C'est C'est et une des les choses. artistes s'en emparent. Tu as tout à Tout à fait. Les fait. artistes s'en emparent parce que ça permet aussi de relier les artistes à leur communauté en disant Exactement. mais vous pouvez voter sur quelles œuvres je vais proposer prochainement ou alors est-ce que vous êtes d'accord sur telle direction artistique. Alors, rappelons à tous ceux qui nous écoutent que la DAO
en anglais Decentralized Autonomous Organization, c'est une association d'individus qui ont des tokens et chaque personne qui a un token peut voter et peut faire des propositions de décision dans l'association. En fait, c'est pas plus compliqué que ça, mais Oui. simplement, comme on a des tokens sur la blockchain, bah, tout est traçable, tout est sécurisé et tout est organisé, quoi. Et aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a des groupements de gens qui collectionnent et qui eux aussi arrivent à un consensus pour dire voilà, on va collectionner tel artiste. Et je trouve ça super parce que du coup, eh ben c'est pas juste le fait du roi, quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais mettre 5 000 $ sur telle œuvre. Ils sont 200 à avoir dit c'est celle-ci qu'on veut. Et c'est super valorisant pour un artiste quand on a ce genre de process qui sont mis en œuvre, quoi. À quel moment, Donc toi, tu découvres la technologie du NFT et ce que ça peut signifier pour toi en tant que créateur d'œuvres numériques? alors j'ai découvert en février de l'année dernière. Vraiment, hein, quand on parle vraiment de la technologie du NFT. Et 2 semaines plus tard, en fait, j'avais à peu près compris comment ça fonctionnait. Et il est vrai que j'avais pas choisi la plus simple. Donc j'ai décidé d'aller sur Tezos, tout simplement juste par rapport à l'impact énergétique que ça pouvait avoir et voilà. Ouais, Donc j'ai choisi Ketnook. ouais, tu fais partie des nombreux artistes, je me souviens très bien, en février dernier, Oui, qui sont allés à l'encontre du leader du marché qui était Ethereum à l'époque. Tout le monde faisait des NFT sur tout Ethereum. à fait. Et Tezos, d'ailleurs, sur Twitter, ils ont tout de suite pris le hashtag Clean NFT, donc le NFT propre. Et Oui. beaucoup d'artistes comme toi, beaucoup, et moi aussi, et j'en connais plein qui sont allés sur la blockchain Tezos, via la seule place de marché à l'époque qui était basée sur la blockchain Tezos, qui s'appelait Iketnunk, qui veut dire que c'est du latin, qui veut dire ici et maintenant. Et beaucoup d'artistes se sont emparés de ça en disant au moins nos NFT, mes NFT utilisent très peu d'électricité, très peu d'énergie, et donc dégagent très peu de CO2. À l'époque, c'était une révolution en fait. C'était une révolution dans la révolution, Iketnunk. Donc tu as investi cet espace. Ouais, j'ai investi cet espace et en fait, je me suis rendu compte que tous les copains étaient déjà là, c'est-à-dire qu'il y avait Joanie, il y avait Mister Prudence, il y avait vraiment toute la scène toute la scène en fait que je connaissais depuis plus de 10 ans dans le domaine du code créatif et des arts numériques qui était déjà là. Donc c'était vraiment comme à la maison. Donc il y avait vraiment ce côté, on s'est tous retrouvés et puis bah voilà, c'était une grande fête hein. Pendant plusieurs mois. Franchement, c'était une très grande fête. Il y avait pas vraiment de ah il y a un marché, on est en train de vendre et d'acheter machin. C'était plutôt oh Johanny vient de minter une pièce, il l'offre gratuitement. C'est vrai que tu as raison, il y avait les spéculateurs Il l'offre gratuitement. il y avait les spéculateurs d'Ethereum et il y avait les amateurs d'art sur Tezos. Tu as raison, c'était ça. Bah voilà, j'espère que ça continue et puis j'espère qu'il y aura aussi des croisements, c'est-à-dire que en fait, j'aime pas qu'on crée de je pense qu'à terme on sera tous trans blockchain quoi. En fait, on va tous être sur toutes les blockchains et on aura nos propres contrats et puis voilà, on sera d'une manière ou d'une autre autonome là-dedans. Mais je pense que c'était très très riche. Pendant les 6 premiers mois, c'était vraiment, ça allait très très vite et c'était très très riche. Alors moi, Donc j'ai découvert ton travail, Zaki, dans l'expo de Alteren. tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce collectif? Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Non, c'est pas un collectif. Raconte-nous, En fait, raconte-nous. Alter N, l'origine d'Alter N, en fait, c'est Patrick Tressé et Diane Drubet, en fait, qui ont décidé à un moment donné de sélectionner des artistes basés sur une seule chose, c'est-à-dire qu'ils aimaient ce que ces artistes faisaient. Et tous les artistes sur Alteren sont vraiment différents. Et ils ont leur propre démarche et nous ne formons pas un collectif au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire, Et vous la êtes première, réunis dans des expositions, en fait. voilà, on crée des solo shows en fait qui Ouais. sont présentés de manière commune sur un site qui est commun, mais en fait c'est vraiment, on n'est pas sous l'égide d'un curateur avec une thématique précise. C'est pas tout à fait ça. Et donc le travail qui est effectué par Patrick et Diane, en fait, c'était plutôt de dire
voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir créer un pont entre l'art contemporain, les collectionneurs dits classiques entre guillemets, parce que je déteste ce mot. Un collectionneur, c'est un collectionneur, il est pas, voilà, il peut utiliser à la fois la blockchain et aller à des ventes aux enchères. Et comment on va en fait euh, réduire ce gap qui est en train de se creuser. Parce qu'en fait, c'est difficile pour la plupart des collectionneurs de se dire, ah, il faut créer un wallet, je dois utiliser de la crypto-monnaie, je ne sais pas quoi acheter, il y a une profusion d'œuvres, il y a beaucoup de noise, comment je fais? Et donc l'idée, en fait, c'est d'expliquer toutes ces choses-là. Et donc Alterine, c'est deux choses, c'est à la fois des expositions d'artistes, mais à la fois un travail de médiation avec toutes les institutions de l'art dit classique. Voilà, j'espère que je l'ai bien expliqué. En tout cas, c'est vraiment très agréable parce que il n'y a pas le même esprit que quand on va sur certaines plateformes de vente de NFT. Là, on sent que c'est plus, quelque part, c'est plus lent, c'est plus doux. Oui, On prend le temps d'entrer dans l'univers de chaque artiste, de découvrir les œuvres. Il n'y a pas de faux mots, quoi. Et ça fait du bien. Un peu, ça permet de découvrir plus en profondeur, en tout cas, le travail des bah, artistes. Mais Zaki, ça exactement. Et m'intrigue. l'idée, Zaki, quand ouais, tu dis qu'il y a le monde de l'art traditionnel qui est impliqué dans Alter N, donc rappelons que ceux qui veulent aller voir, c'est altern.art, donc c'est ALTERHEN.art. Donc tu es partie prenante de cette plateforme finalement qui propose des NFT, mais tu dis le monde tout de à l'art, fait. comment tu arrives à impliquer le monde de l'art traditionnel là-dedans? Bah, en fait, c'est par le travail de médiation, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ces expositions où le format est plus proche de ce que pourrait attendre quelqu'un qui a l'habitude d'aller à une exposition d'art dit, enfin dans le monde réel, on va dire, hein, aller à un vernissage, que ce monde du NFT où on est souvent face à des fronts, des UI où il y a beaucoup de vignettes avec des prix, enfin voilà, c'est pas du tout la même façon, la même vision, ni la même approche de l'expérience, on va dire, sur le site. Oui, ça Et ressemble donc plus ça à, peut, as oui, je suis devant et ça ressemble plus à ce qu'on appelle des OVR dans l'art traditionnel, c'est-à-dire des online viewing rooms. Donc on a plus voilà, c'est l'impression ça. que vous êtes là pour faire du viewing. Effectivement, il n'y a pas de prix, ce qui est déjà Non, moins agressif parce que dans toutes les plateformes non. NFT, il y a directement les prix, D'ailleurs, genre ouais. sortez le porte-monnaie. D'ailleurs, vous verrez, vous pouvez regarder tous mes tweets. Je crois que j'ai jamais mis le prix d'une de mes pièces sur mes tweets. D'abord, je montre l'œuvre. Ensuite, voilà, chacun se décide par la suite. Mais dans un premier temps, en fait, c'est l'œuvre qu'on montre et non pas le prix. Alors, Et c'est quelque moi, chose, je voilà. suis absolument d'accord et j'aimerais justement, après avoir parlé du marché, de toutes ces choses sales, je me permets de dire ça, hein, c'est ma position. Venant d'une maison de vente Euh, aux enchères, c'est cocasse. Voilà. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord les œuvres. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur tes œuvres, Zaki. Bon, tu es très prolifique hein, quand même. Bon, déjà, c'est magnifique, c'est extrêmement Il y en a poétique. beaucoup, oui. Il y J'ai en a compté là beaucoup. dernièrement. Il y en a un peu trop, je dirais. Mais Oh, il n'y a jamais c'était trop. comme Mais ça. moi, j'aimerais que tu nous parles de tes sources d'inspiration, de tes techniques de création, parce que tu nous parles beaucoup de code créatif, mais est-ce que tu Tout à conçois fait. toutes tes œuvres de la même manière? Comment tu imagines tes séries? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton process de création? Alors, mon process de création, d'abord, on peut le définir comme une recherche sur la complexité. C'est quelque chose, en fait, qu'on voit dans la nature. C'est que ce que moi je fais, ainsi qu'à l'instar de beaucoup d'autres artistes, en fait, c'est qu'à un moment donné, on ne fait qu'essayer de reproduire de manière imparfaite ce qu'on voit lorsqu'on est en pleine nature ou face à, je sais pas, on pourrait dire aux éléments, on va dire. Et du coup, je le fais à travers des procédures. Une procédure, c'est quoi? C'est comme en cuisine, c'est une recette, on va dire. Et donc, c'est quelque chose qu'on écrit. Et donc, une suite de procédures, d'opérations très, 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 très simples sur des primitives géométriques va me permettre, en fait, de créer cette matière qui est en mouvement tout le temps. C'est-à-dire Mais que alors moi, tu, toutes mes pièces sont animées, mais sauf que à un moment donné, je vais choisir un moment que je vais
rendre. Alors juste Et pour donc, comprendre, tu travailles sur quel type de logiciel? alors moi je travaille sur VVVVV, qui est en fait une librairie de programmation de type nodal. Donc en fait c'est un peu comme Touch Designer, je sais pas si vous connaissez. Et je travaille aussi sur Houdini, qui est en fait un logiciel qui est plutôt dédié au cinéma et aux effets spéciaux, mais que je détourne un peu pour pouvoir créer mes pièces. Oui, Et ça donc fait c'est penser au fractal aussi, hein, ton travail. tout à fait. Il y a toute une série de pièces qui sont des fractales. Donc Oui, là, c'est exactement ça. on retrouve des mathématiques pures, enfin, oui, on retrouve ouais, de la science, enfin, comment, de la programmation évoluée. Enfin, Donc là, tu te positionnes comme un. Donc, tu utilises des outils assez performants en termes d'algorithmes, de mathématiques. Donc là, on retrouve l'artiste ingénieur, enfin, l'artiste scientifique, en fait. Moi, je suis toujours hybride, je suis toujours entre deux, je suis toujours à la limite. Je suis jamais d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fonction de ce que je vais avoir envie d'exprimer, je vais aller rechercher l'outil qui va me permettre de mettre en œuvre ce que je veux exprimer. Et si on pouvait se référer à l'histoire, en fait, je serais plus Renaissance, on va dire, c'est-à-dire multidisciplinaire et pas forcément quelqu'un qui va travailler son trait pendant 20 ans. Moi, si j'ai besoin d'exprimer quelque chose de différent, bah, je vais essayer d'aller trouver l'outil qui va me permettre de le faire. Alors justement, c'était Donc, ma question, tu vois, c'était est-ce que tu as des sources d'inspiration quelque part extérieures et tu vas chercher à comment les traduire avec des outils, ou est-ce que finalement c'est l'outil en lui-même qui va t'emmener vers un rendu et puis on voit ce qui se passe? ce qui se passe, c'est que tout simplement, je vais partir de données. Ça peut être des images que j'ai récupérées sur Google Earth, ça peut être de la cartographie avec des données OpenStreetMap, ça peut être une photo que j'ai prise dans la rue, ça peut être du son. Et à chaque fois, en fait, c'est des données que je vais numériser et que je vais ensuite transformer pour arriver à un résultat. Donc à chaque fois, c'est toujours très différent, mais la base, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout numériser, et donc moi, je transforme en fait cette matière. Est-ce qu'il y a un sens politique? Est-ce que tu choisis de faire raconter quelque chose aux données ou c'est juste de la matière brute? C'est vraiment, on pourrait dire que c'est plus un aller-retour avec cette matière. En fait, c'est un travail sur cette matière et il n'y a pas vraiment un engagement. Dans mes œuvres, il n'y a pas d'engagement politique, clairement. Ok, ok, Après, c'est de la matière, quoi. oui, voilà, dans mes choix d'artiste, par contre, et comme on l'a dit précédemment, sur quelle blockchain utiliser, là, par contre, oui, il y a un positionnement qui est clairement euh, pour euh, pour la protection de notre environnement et celle de nos enfants, quoi. Mais voilà, ça s'arrête là pratiquement. On peut en parler parce que c'est vrai qu'ici on parle beaucoup d'art, mais après tout, la blockchain concerne les artistes et j'ai beaucoup de questions. Moi, quand les artistes m'interrogent sur les NFT, je remarque que la question qui vient très vite, c'est sur quelle blockchain je vais proposer mes œuvres. Toi, j'ai vu que tu avais exploré Tezos, on l'a dit, mais tu explores Solana aussi, Tout qui à est une fait, ouais. blockchain dont tout le monde a beaucoup parlé depuis 6 mois. C'est la Ouais. blockchain qui est un peu la concurrente d'Ethereum. Enfin, elles s'appellent toutes Ethereum Killer, c'est-à-dire elles veulent toutes prendre la place d'Ethereum. Elle est Ouais. effectivement pro-environnementale parce qu'elle utilise très peu d'électricité. Mais toi, j'ai vu que tu as expérimenté sur Solana et on est beaucoup d'artistes à se questionner sur parce qu'il n'y a pas de place de marché encore vraiment installée ou reconnue. La blockchain, c'est important pour les artistes de comprendre en fait la technologie qu'il y a derrière le NFT, parce que mieux on comprend cette technologie, ou en tout cas les enjeux, et mieux on peut proposer quelque chose même d'artistiquement intéressant, je trouve, à sa communauté. Bah, tout à fait. Parce qu'en fait, là, quand on regarde, prenons l'exemple de mes œuvres. Mes œuvres, elles utilisent la blockchain comme vecteur. Mais en fait, moi, je ne fais pas de crypto art. C'est-à-dire que moi, mes œuvres ne sont pas créées dans la blockchain. C'est-à-dire que
il y a pas de code à l'intérieur du contrat, quoi. C'est-à-dire, donc c'est Elles sont vraiment pas, ça veut dire qu'elles différent. sont pas on-chain, c'est ça? Elles sont pas on-chain, c'est-à-dire qu'après, il y a pas mal d'artistes comme Lionel Radisson, Makio qui travaillent là-dessus. Il y en a d'autres aussi, hein, qui font ça. Et je trouve ça super intéressant à un moment donné de se dire, mais en fait, l'œuvre d'art est dans le contrat. Quand vous achetez, le token contient le contrat, contient l'œuvre. C'est ça qui est fou, quoi. Et j'ai pas encore ce knowledge, on va dire, pour arriver à ça, mais c'est vraiment un de mes buts, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour l'éternité, tant qu'il y a de l'électricité, évidemment, avoir une œuvre d'art on-chain, ça serait fabuleux, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler des différentes séries justement que tu as? Parce que donc on a Architecture in Motion, est-ce qu'il y en a d'autres? Quelles sont leurs caractéristiques? Tu peux nous en parler un peu? En fait, on a dans Architecture in Motion, on a des subsets, on va dire, Ok. on a des débuts d'expérimentation avec, par exemple, les monolithes. Et les monolithes, c'est vraiment un regard sur l'architecture d'aujourd'hui, sur en fait toutes ces villes qui sont en train de devenir des monstres, et sur l'expansion urbaine, sur l'impact en fait de nos infrastructures sur notre vie de tous les jours, sur la vie de millions de gens. Et il y a aussi tout un travail qui est plutôt vraiment très minimal, où j'explore en fait en fait je crée des œuvres comme une performance, c'est-à-dire que pendant 4 heures je vais coder, et la nuit très tard, et en fait je poste sur Twitter en fait les outputs, en fait ce qui sort en fait de mon ordinateur, et donc les gens peuvent suivre en temps réel pratiquement ce que je suis en train de faire et ma curation en fait de cet algorithme qui est en train d'être créé. Donc en fait il y a deux choses différentes. Il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps et qui sont vraiment liées à l'architecture. Et il y a toute une partie qui est plus du domaine de la performance, qui rappelle un peu mes années de VJing, où je codais en temps réel pendant les soirées, quoi. Ouais, c'est Donc c'est vraiment intéressant quand tu dis que tu fais participer ta communauté. Donc, soit les gens qui aiment ton travail, les gens qui achètent, les collectionneurs ou autres, hein, tous les gens qui peut-être qui te suivent sur Twitter, tout simplement. Le fait de les impliquer comme ça dans le processus créatif, c'est vraiment une révolution. Et la blockchain permet ça, les NFT permettent tout ça. à fait. Et toi, alors, est-ce que donc tu utilises Twitter? J'ai vu que tu étais très actif, évidemment, sur Twitter, qui, rappelons-le, est quand même le roi des réseaux sociaux dans le domaine Par des rapport NFT. à ça, ouais, Et, ouais. est-ce que tu as un retour, je dirais, qualitatif? Parce que, ok, les gens like ou retweetent, mais est-ce que tu as du répondant de la communauté qui dit, tiens, ça m'évoque ça, tu devrais rechercher dans telle direction? Tu Alors vois, ça j'en ai, mais c'est une très très petite communauté. C'est vraiment des gens que je connais depuis plusieurs années, que je connais d'avant les NFT, on va dire, et qui eux vont oser envoyer en DM des critiques constructives ou dire ah je pense que là t'aurais peut-être dû bosser comme ci ou comme ça, mais c'est rare. Ouais, mais Il faut d'accord. le dire, c'est Mais est-ce assez que... rare. Alors attends, ok, très bien. Donc oui, c'est des gens qui osent. Donc, ceux qui osent sont ceux qui Tout à fait, connaissent. Ça, je comprends. tout à fait. Après, question ultime, c'est est-ce que tu prends ça en considération, les remarques sur ton travail? Pas vraiment. Ouais, c'est pas Non, parce que collaboratif non plus, quoi, hein, non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'essaye pas de benchmark. En fait, je n'essaie pas de créer un objet vendable parce que j'ai compris la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tenté de se dire, tiens, on va poster une image et voir si elle a des likes. Et si elle a beaucoup de likes, ça veut dire qu'elle est vendable. Ouais. Et ça, en fait, c'est le grand danger. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai mon idée, je l'ai structurée, je la mène au bout et ensuite je la mint. Et advienne que pourra. Ouais, C'est-à-dire que clairement, t'écoutes pas les sondages, quoi. je n'en fais pas. C'est-à-dire Oui, qu'en oui, fait, bien moi, sûr. l'idée, c'est de faire participer des gens qui sont de mon domaine ou qui ne connaissent pas du tout et qui, à un moment donné, vont venir voir des choses se faire devant eux la nuit, et plutôt que lire des tweets d'influenceurs, vont regarder des belles images, quoi. Tout simplement. Mettre de l'art On donne un peu de dans le bonheur, quotidien. si on Ouais. peut, et Ouais, ouais, voilà, c'est tout ça. Et puis simplement. en plus, quelque part, tu mets à jour ta manière de créer, tout ton processus créatif.
puisque c'est quasiment en Ben direct. moi, exactement, parce qu'en fait, ça me rappelle en fait les moments où nous on se mettait en danger quand on jouait devant 600 personnes et que si les visuels marchaient pas avec la musique, et ben on cassait un peu le travail du DJ ou du performeur musical qu'il y avait en face. Donc c'est une espèce de mise en danger. Bon, elle est moins, on va dire que c'est moins crucial que quand on est on stage, quoi, mais bon voilà, c'est ma façon de faire et puis ça met j'aime pas trop tweeter, retweeter des liens. Enfin, Twitter, c'est un peu bizarre, hein. Des fois, on se retrouve à passer plus de temps sur Twitter que devant nos logiciels à travailler vraiment notre art. Donc, il faut trouver la juste mesure. Vaste sujet. Oui. Il est déjà moins le quart. Est-ce que dans notre auditoire, si vous voulez poser des questions à Zaki, voilà, vous pouvez lever la main, monter sur scène, papoter avec nous. Et puis, si Florent, en attendant, tu veux intervenir, je suis sûre que tu as plein de questions, Florent. J'ai plein de questions et plein d'admiration du coup pour ton travail, tes réponses. Et, je te découvre ce soir et c'est vraiment top ce que tu fais. J'adore comment Merci. tu reconsidères l'espace en fait de par ta vision, enfin ta sensibilité à la musique et au visuel. Donc moi ça me parle beaucoup parce que voilà je suis fan de street art et donc j'arrête pas de dresser des ponts dans l'argumentaire que tu nous as dévoilé ce soir. J'avais une question sur ton rapport au métaverse. Vu que c'est un peu dans ta lignée en fait, tu vois, reconsidérer l'espace, les émotions, le sensoriel. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, le métaverse? Est-ce que pour toi, les expériences que tu fournis en physique, c'est l'essentiel, ou est-ce que tu te verrais justement aller sur ce nouveau médium, on va dire? Ah, mais je vais y aller. Ça, il y a déjà des projets en cours. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a besoin d'architecture dans le metaverse. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans le metaverse, ça fait peur. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel tellement énorme et on ne fait que reproduire une espèce d'architecture ou d'espace qui est faible. Et ça, je trouve que c'est pas intéressant. Enfin, on a les moyens technologiques et conceptuels pour faire des choses magnifiques et je ne comprends pas pourquoi on n'y arrive pas encore. Donc on est dessus, on va proposer des choses, mais il y aura de plus en plus d'architectes qui vont rentrer là-dedans. Et c'est pour ça que moi, en fait, aujourd'hui, je me résume comme architecte digital, quoi. Donc je prononce pas le mot metaverse parce que je pense que il va y avoir une espèce d'hybridation entre l'espace physique et l'espace virtuel. Il y aura des choses qui vont se faire en réalité augmentée aussi. Donc je pense que on a besoin d'architectes et de gens qui pensent l'espace, même si c'est un espace qui est virtuel. Non, mais tu as raison, l'imagination est bridée actuellement, parce qu'on voit bien que Oui, dans les métaverses, ils essaient de reproduire mot pour mot, si je puis dire, pixel par pixel, la réalité. Et oui, bah, effectivement, et ils y arriveront pas. Et ils y ils n'y arriveront pas arriveront parce pas, qu'il y a donc il trop de faut. limitations Ouais. technologiques pour le moment. Donc, On a reçu- à part streamer et utiliser des milliers de serveurs pour faire ça, alors à ce moment-là, ok. Mais bonjour l'impact, quoi. on avait reçu un architecte avec Florent dans cette room il y a quelques mois qui s'appelle Hogar, qui est un architecte Oui, métaverse. Donc effectivement, les gens achètent très un bien. land et puis l'interrogent en disant qu'est-ce qu'on pourrait construire là-dessus. Et lui, il s'éclate. C'est un architecte qui s'éclate avec les voxels, avec les briques virtuelles qu'on peut bâtir sur Bah, les métavers. Et ouais, ça à la rigueur, c'est intéressant parce qu'en fait, on est dans une espèce d'abstraction parce qu'on travaille avec juste des primitives très très simples et donc on peut mettre l'accent sur ce qu'il y a à l'intérieur de ces contenants, on va dire. Mais j'ai une ambition qui est quand même, enfin, j'aimerais qu'on ait et j'aimerais qu'on fasse plein de choses différentes dans le metaverse, c'est-à-dire apprendre, s'amuser, enfin, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre, enfin qu'on peut faire. Et, Donc il y a il y a un avenir, je pense, pour ça et et pour les même, tu vois, architectes. surtout ouais, comme tu dis, d'un point de vue architecte, je trouve que on se limite trop, ouais, au paysage, peut-être des villes, des choses comme ça, alors qu'on pourrait tenter des choses bien plus ambitieuses. Tu vois, enfin, même liées au niveau du code, par exemple, une tour de Babel, ça serait incroyable dans un métaverse. Euh, Bah tout à où, fait. tu vois, et ça, c'est vrai que pour Et l'instant, on est vraiment un peu contraint par les limites.
Ouais, c'est ça, On est, mental oui, mais et il y a aussi des contraintes vraiment, il y a des contraintes technologiques liées aux périphériques qu'utilisent les gens, liées au fait que ben il va falloir peut-être dealer avec Nvidia et des gros mastodontes pour pouvoir streamer donc ces mondes-là, parce qu'on pourra pas les rendre en local sur les machines des gens. Enfin voilà, c'est un vaste sujet, mais moi je trouve il va y avoir des belles choses qui vont sortir de ça. J'en suis presque C'est sûr. intéressant de voir toujours et toujours le lien entre art et technique, comment l'art va nécessiter que la technique aille plus loin et en même temps comment la technique repousse les frontières des projections artistiques aussi. Enfin, cet aller-retour est fascinant à observer et à vivre quand on est artiste, j'imagine. Tout à fait, et c'est ce que je fais tous les jours quand je conseille des artistes, parce que je fais aussi du support pour des artistes contemporains, et en fait ils arrivent avec une idée et nous on fait en sorte de mettre au jour leur idée, c'est-à-dire que on maîtrise la technologie, on comprend le discours de l'artiste et on travaille ensemble. Et souvent mon travail il est collaboratif, je travaille avec d'autres gens tout le temps. Donc, on peut rappeler Donc que c'est Zaki, en principe, ici, il y a des gens qui nous écoutent sur le Clubhouse et, on propose à ceux que ça intéresse de lever la main, de venir te poser des questions. Donc, je réitère l'information de Lucie et Léonore. Ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas. On vous donne la parole et vous pourrez interroger Zaki ou ceux qui sont ici autour de moi, autour de nous. Et moi, j'ai une question encore, Zaki, qui me taraude. C'est que oui. souvent, on me parle d'art génératif. Moi, j'aime beaucoup l'art génératif. Donc les art blocks, tu sais, enfin les grandes séries d'art génératif. Et alors, parfois il y a un artiste qui est derrière, parfois pas du tout, parfois c'est juste des ingénieurs et un algorithme. Et j'ai toujours un mal fou à, à décrire aux personnes qui m'interrogent, est-ce que c'est de l'art ou pas? Est-ce que c'est une démarche artistique ou pas? Est-ce que ce sont des NFT, enfin des créations digitales juste mathématiques? Est-ce que tu pourrais m'éclairer et me dire comment je pourrais répondre à tous ceux qui m'interrogent là-dessus? Alors, je vais répondre comme d'habitude à côté, par une image. Quand vous rentrez dans une mosquée et que vous découvrez en fait toutes ces mosaïques qui ont été dessinées grâce à la géométrie, eh ben, vous allez vous rendre compte en fait que le pavage du plan, ça peut devenir une œuvre d'art en soi. Donc en fait, toutes ces œuvres qui sont liées aux mathématiques et aux algorithmes, au bout d'un moment, on va trouver une beauté à la fois dans le code et dans ce que ça a généré. Et donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu fou de se dire, mais c'est juste c'est juste des mathématiques ou juste un algorithme qui a généré ça. Mais il y a des projets qui sont magnifiques et qui, qui sont quasiment, je sais pas comment l'expliquer, mais on arrive par un algorithme très simple à générer quelque chose qui est très organique. Et c'est ça que je trouve fabuleux dans cette branche de l'art, on va dire. Merci beaucoup, Zaki. On a Douren qui, j'espère que je prononce bien, qui souhaitait voilà, s'exprimer. Donc, Oui, tu as la bonsoir. parole. Merci, bonsoir à tous. Merci en tout cas Bonsoir. pour la room. Et puis, en fait, j'avais la même question que Florent, donc ça, j'avais une deuxième question aussi. On parlait de DAO et d'outils pour faire intervenir une communauté. Et je me demandais, à part Discord, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en fait qui permet de donner son avis, d'utiliser les tokens et de construire une communauté qui soit un peu plus accessible au commun des mortels? Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la plupart de ce type de communauté se retrouvent sur Discord, hein. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'autres outils qui a été mis en place, et ça mériterait qu'il y ait d'autres outils. Je suis ouais. d'accord. Enfin, je dirais c'est à modérer parce que Discord, c'est pour synchroniser, on va dire, les décisions, avoir une place de débat. Mais après, il y a des outils pour, enfin, les vrais DAO qui sont mis en place, c'est à travers le Oui, code de à toute chaque façon. fois. Oui, oui, de toute façon, il y a toujours une interface qui permet de voter et qui est liée à votre wallet et à la blockchain, hein, ça, d'accord. Exactement, c'est ça. Mais l'aspect relationnel et on va dire de discussion en amont du vote, euh,
ouais, il y a eu des expériences, mais c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. C'est-à-dire, on est plus sur de l'ordre du blog, quoi. Donc, Si, si tu veux des projets assez connus, tu as Aragon qui permettent d'accord. de créer toute l'infrastructure d'une DAO. Tu as Mmh. Syndicate aussi et Colony. Syndicate, je crois que c'est plus pour les investissements, du coup. Donc, c'est ce dont tu parlais plus tôt, tu vois, les collectionneurs qui veulent se mettre ensemble. Ils vont pouvoir utiliser ce protocole et du coup synchroniser les achats de collections ou d'artistes et vraiment avoir un vote sur qui va avoir accès au fonds, quoi. Et Colony, c'est un projet plus vieux, je sais pas ce qu'il devient, mais voilà, c'est quelques outils et quelques pistes pour toi, Doreen et Zaki. Merci beaucoup, Florent. Merci. Je vous propose, comme leçon, de nous approcher vers le bouquet final de la room. Je vais te poser quelques petites questions, Zaki, avec des réponses courtes. Voilà. Est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire, que ce soit un ou une artiste crypto ou pas du tout? Pierre Soulages. Ah oui, ok. Là, qui m'inspire, c'est une traverse. Je comprends. C'est pas absurde. On comprend hein, quand on voit tes œuvres. Ouais. Ouais, Ok. il y a un rapport qui est fort. Mm, je comprends. Alors souvent les artistes sont aussi ou avant tout collectionneurs, collectionneuses. Donc toi, je crois comprendre que tu collectionnes aussi, puisque tu nous as parlé tout à l'heure d'un peu l'âge d'or de Tezos où vous achetiez entre vous. Oui. Alors quel est toi le premier NFT que tu as collectionné? Bah, j'ai 1400 œuvres, je pourrais pas vous dire exactement laquelle est la première, mais je me 1400, c'est rappelle d'une nuit. déjà... Ouais, ouais, mais on est sur Tezos, donc c'est vrai que c'est un peu différent de Ethereum, mais bon, on collectionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me rappelle d'une nuit où j'attendais le drop de Lionel Radisson de Makio et je l'ai raté. Et j'ai réussi à l'avoir le lendemain, quoi. Mais c'est des moments comme ça au tout début où voilà, quoi. C'était la frénésie, en fait, la frénésie. Ouais, c'était un peu C'était ma fou, question quoi. d'après, c'est-à-dire le Ah, NFT que tu n'as pardon. pas réussi à avoir, c'était celui-là. Mais alors celui, le premier qui t'a procuré une émotion où tu te dis, ah là là, vraiment, je découvre quelque chose de posséder une œuvre numérique. Est-ce que tu te souviens ce que c'était? Non, une vraie émotion, mais vraiment hein, une vraie expérience qui est à la fois physique et liée à un NFT. C'est l'œuvre l'expérience qu'a créée Patrick Tressé pour NFT Paris, Ah oui, oui, où je me là. suis retrouvé face à des Ouais, robots qui m'ont dessiné. ouais, Et ouais, je vois très bien. franchement, ça, sincèrement, c'est une claque. C'est fantastique. Ah, C'est-à-dire, je le souhaite à tout le monde, quoi. ouais, c'est-à-dire que Patrick Tressé avait installé des robots qui donc filment, enfin, quelque part filmaient et redessinaient le Oui. modèle. C'est ça, hein? Oui, oui, et il me regardait en fait. C'était carrément comme si j'avais des trois yeux qui me scrutaient et qui me dessinaient et qui ont. Il y a eu un bug et en fait moi j'ai une cicatrice sur le front et le robot a fait une cicatrice sur mon dessin quoi. Donc Et ensuite, ça s'était minté en NFT. et voilà Ouais. exactement. Et Donc, donc ouais, grosse expérience. et pour moi en fait il a réussi à relier en fait le physique et le monde dans lequel aujourd'hui on vit qui est un peu dématérialisé on va dire. Mm. Et là, je trouve qu'il y a vraiment d'un point de vue conceptuel, et c'est très très fort. D'ailleurs, c'est lui qui fait tous les portraits des artistes qui exposent sur Alteran Ouais, aussi. tout à fait. Le NFT que tu attends avec impatience, s'il y en a un. J'attends de pouvoir acheter un Iskra, un Pointline, Ok. un. Je dois travailler plus. Voilà, tout simplement. Pour acheter plus. Pour avoir enfin un de. En fait, c'est les tout premiers qu'elle avait minté. Et voilà. Donc Ok, un jour j'en aurai un, j'espère, au mur chez moi. ça marche. Et enfin, l'invité que tu aimerais écouter dans cette room. J'aimerais écouter Ganbrood, qui est un artiste en fait qui fait des images grâce en fait à des systèmes d'intelligence artificielle.
et il Ok, crée des d'accord. mondes un peu oniriques. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est un des piliers de la communauté de Hic et Nunc, et je pense que ça serait intéressant d'écouter ce profil-là. Bon, il est anglophone, hein, mais voilà, Ok, ça serait Gan intéressant Brood, d'avoir c'est ça? Gan Ouais, comme ouais, comme Gan, Gan, ok. et Brood, Brood. Brood. Ok, Gan Brood. Eh ben, super. Et ben, merci beaucoup, Zaki. Je vais laisser la parole à Florent pour notre petite tradition du giveaway, parce qu'on doit faire le tirage au sort de giveaway d'il y a 2 semaines, il me semble. C'est un peu la petite tradition du podcast. Très bien. Voilà, Florent, je te laisse la parole. Yes. Écoute, Zaki, je vais te demander un numéro entre 1 et 15. Alors, je vais dire 8. Alors, le 8, on va tirer le grand gagnant de la semaine, enfin d'il y a 2 semaines. C'était pour le giveaway de Dalagraphie, Alagraphie. Ouais, c'est c'est ça. ça. C'était Children of the Clouds or Alien Dreams. Et j'ai perdu le compte. Je l'avais, excusez-moi, 5, 6, 7, 8. C'est Marie Couvé qui va gagner du coup Children of the Cloud. Bravo à elle si elle nous écoute en ce moment. Et sinon, Zaki, je voulais te demander, est-ce que ça t'intéresserait de soutenir le podcast et les futurs invités en faisant un giveaway à notre communauté Twitter d'une de tes œuvres? Bien sûr, avec plaisir. Trop bien. Je me suis amélioré vu qu'ils me font demander à chaque fois de faire le mendiant aux artistes. Maintenant, je commence à améliorer le pitch. Mais merci Non, mais beaucoup. vous le Écoute, faites, tu le fais super bien, hein. Je vais jouer avec vous, c'est trop bien. Eh ben, trop cool. super. Merci beaucoup, Zaki. Du coup, Florent, enfin, on publiera sur l'art du NFT un petit message. Et puis, Ça marche. voilà, les auditeurs et les auditrices pourront tweeter, retweeter, commenter, etc. Et on fera un petit tirage au sort la semaine prochaine. Et bien, ben voilà, il est 19h, parfait. Quel sens du timing de cette room. Je voulais tous vous remercier, et puis vraiment particulièrement Zaki, c'était absolument passionnant. Je suis vraiment ravie que tu nous aies Écoutez, raconté merci ton à vous. parcours et voilà, tout ton univers. C'était vraiment génial. Merci aux auditeurs, aux auditrices, et puis merci à Benjamin et Florent, et puis à la semaine prochaine. Merci, Bonne au revoir. soirée. À la semaine prochaine. L'art du NFT. NFT, non fungible token. Tu vas dire.